Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper aux arbres, il croira toute sa vie qu'il est stupide. Albert Einstein. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui 13e épisode. Donc après avoir vu dans le dernier épisode l'estime de soi, donc il semblait tout naturel de continuer sur notre lancée et de parler aujourd'hui de la confiance en soi. Donc pour rappel, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent ou si vous en souvenez plus, donc l'estime de soi, en fait, on avait défini ça comme l'interprétation des perceptions donc, que l'on a aussi bien de soi que du monde extérieur qui nous entoure. Alors que la confiance en soi, donc ce qu'on va parler aujourd'hui, du coup c'est en fait à partir de cette perception, donc de l'analyse de ce qu'on ressent, de déterminer en fait notre niveau de compétence, donc qui s'exprime généralement sous un jugement de valeur, donc par exemple je suis nul, je suis bon ou autre. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va s'intéresser justement à la confiance en soi. Donc si vous doutez sans arrêt de vos capacités et que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, cet épisode il est fait pour vous. Si vous pensez que vous êtes sous-qualifié pour une tâche qu'on vous donne, cet épisode il est fait pour vous. Et enfin, si vous croyez souvent impuissant, inefficace, voire nul, cet épisode il est fait pour vous. Donc, ouvrez bien vos oreilles. Donc, pour résumer, finalement, ce qu'on avait dit en fait, donc la confiance en soi, c'est la confrontation de l'image qu'on a de soi, donc de l'estime de soi, par rapport à une tâche précise. Donc, à partir de cette confrontation, on en déduit notre niveau de compétence. Donc, en fait, c'est vraiment de cette estime de soi que va dépendre la confiance en soi. Si on a une estime de soi qui est négative, qui est basse, qui est mauvaise, et ben on aura souvent tendance à se sous-estimer. Donc pour certaines tâches, dès qu'elles dépassent une certaine difficulté, on aura directement tendance à penser qu'on peut pas les réussir. Et donc du coup, en fait, c'est parce qu'on a une image qui est tellement basse, qui est tellement mauvaise de soi, que du coup, la confrontation directe avec cette tâche, elle nous paraît insurmontable. A l'inverse, si on a une estime de soi qui est trop positive, j'entends pas par là qu'on est bien dans ses bottes, mais genre vraiment à outrance. Donc du coup, en fait, ça peut être néfaste dans le sens où c'est l'inverse, en fait. C'est vous allez sous-estimer la tâche qui est en face. Et donc du coup, souvent ce que vous sous-estimez le plus, c'est sa complexité ou son degré de dangerosité. C'est ça, par exemple, si vous faites une espèce d'action inconsciente parce que vous êtes trop sûr de vous, et bah du coup, voilà, vous êtes tellement sûr que vous allez réussir la tâche que vous mettez de côté un peu le côté dangereux et des précautions, la sûreté, quoi. Donc du coup, il faut avoir confiance en soi, mais il faut aussi admettre pour autant de se remettre en cause, de se dire que la tâche elle a l'air facile, mais c'est pas pour autant qu'elle va se faire comme ça en claquant des doigts. Donc du coup, voilà, il faut quand même avoir un certain détachement, avoir un certain recul pour même si on a confiance en soi beaucoup, de pas en avoir trop justement, parce que sinon vous êtes juste hautain, idiot et ignare. Voilà. Je sais que ça fait un peu brutal, mais voilà, c'est ça en fait. Si vous avez une estime de vous qui est trop faible, vous passez pas pour quelqu'un de faible, mais du coup, vous avez tendance à vous penser que tout est insurmontable, surtout les tâches d'une certaine difficulté. Et à l'inverse, si vous avez mais vraiment, enfin, là c'est vraiment à l'extrême, si vous avez une image trop positive de vous, et ben en fait c'est ça, vous devenez hautain parce que vous sous-cotez absolument toutes les tâches qui vous entourent. Donc, nous on va se concentrer sur le premier cas, donc à savoir, ce qui est souvent le cas des majorités des gens, donc qui est en fait quand on juge que la tâche elle est trop dure pour nous. Et en fait, on pense qu'elle est trop dure pour nous, qu'on ne peut pas réussir à surmonter cette épreuve, qu'on est nul et qu'on est incompétent. Et en fait, la réalité, c'est qu'on a raison. Parce qu'en fait, dans 80% des cas, en effet, on échoue. Là où on pensait être nul, et ben il s'avère qu'on est vraiment nul et on échoue. On va dire les 20% qui restent, c'est juste parce que finalement, la tâche, elle est en fait beaucoup moins difficile que ce qu'elle laissait entendre. Et donc du coup là vous dites, bah attends, là, tu dis qu'on est nul et qu'on a raison de penser parce que c'est vraiment ce qui nous arrive, je m'explique. Et donc du coup, pour m'expliquer, comme la semaine dernière en fait, je vous invite à nous replonger dans le fonctionnement même de notre cerveau, qui, voilà, au demeurant est un peu la base de la vie humaine quand même. Donc du coup voilà, attention, donc là, je vous préviens tout de suite, prenez un cachet d'efferalgan parce que ça risque d'être costaud. Donc en fait, pour revenir aux bases, en fait, on a longtemps cru que l'intelligence humaine, en fait, elle dépendait de la taille du cerveau. Et après, on s'est rendu compte que finalement, c'était faux, parce que pour preuve, les baleines, elles ont un cerveau qui fait presque 7 kilos, donc qui est presque 5 fois
plus lourd que le nôtre, plus gros que le nôtre. Et plus ou moins, je ne dis pas que les baleines ne sont pas intelligentes, au contraire, c'est des êtres très intelligents, mais bon, ils n'ont pas construit des immeubles ou autres. Or, si ça dépendait juste de la taille, ils devraient être beaucoup plus évolués que nous, et ils devraient nous surpasser. Donc du coup, c'était pas la taille. Ensuite, du coup, on s'est dit que si c'était pas la taille, c'était ce qu'il y avait dedans. C'était pas le contenant, c'était le contenu. Donc c'était peut-être le nombre de neurones. Bah du coup, faux, parce qu'on s'est rendu compte, du coup, notamment en faisant une autopsie du cerveau d'Einstein, donc qui est considéré comme beaucoup de gens un peu pour une espèce de génie. C'est même pour ça qu'il est sur 90% des citations Instagram. Donc du coup, on s'est rendu compte que finalement, Einstein, qu'on considère un peu comme un génie, et bah finalement, il n'avait pas plus de neurones que la moyenne. Il avait, voilà, donc ça venait pas non plus du nombre de neurones. Donc enfin, ce qu'on s'est mis à supposer, c'est qu'en fait, ce qui crée vraiment l'intelligence, c'est pas le nombre de neurones, c'est les liens qu'il y a entre ces neurones. On appelle les liaisons synaptiques, donc entre les synapses, donc entre les neurones en fait. Et donc du coup, bingo, c'est que finalement, en fait, on avait raison. Donc les dernières recherches, elles ont poussé qu'en fait, c'est pas la taille du cerveau, c'est pas le nombre de neurones, c'est les liaisons qu'il y a entre les neurones qui créent l'intelligence ou qui créent voilà les schémas de pensée. Et du coup, bonne nouvelle, c'est qu'on sait aussi que depuis peu, en fait, votre cerveau il possède une certaine plasticité. Attention, plasticité, j'ai pas dit plastique, hein, votre cerveau il n'est pas composé de sacs Carrefour, hein, ça veut pas dire ça. Plasticité, en fait, ça veut simplement dire que il est, contrairement à ce qu'on pensait, en fait, il n'est pas ancré dans la roche. C'est-à-dire qu'il est malléable et il est évolutif tout au long de notre vie. Donc il faut savoir que, je sais pas quel âge vous avez quand vous écoutez, mais que voilà, moi quand j'étais petit, on m'apprenait qu'on naissait avec un certain nombre de neurones, et que les neurones elles mouraient tout au long de notre vie, et que voilà, c'est peut-être pour ça que les vieilles personnes étaient séniles, et que voilà, à chaque fois qu'on prenait un coup dans la tête, on faisait une tête au foot, et bah du coup on cassait des neurones, et que du coup c'était fini, elles mouraient à tout jamais. Et voilà, les dernières études, elles prouvent que justement, grâce à cette plasticité, et bah du coup, en fait, le cerveau a quand même une zone du cerveau qui permet en fait de produire des neurones, donc du coup pour pouvoir les renouveler ou pouvoir recréer de nouvelles liaisons. Donc en fait voilà, ça veut dire que et ben en fait tout est encore possible puisque ça dépend juste des liens que vous créez et que même les neurones les peuvent se recréer. Donc je sais ça a l'air un peu complexe, un peu abstrait. Donc du coup j'ai essayé de vous trouver une image très simple pour essayer de visualiser ça. En fait dites-vous que votre cerveau en fait il est comparable à une immense plaine. Vous pouvez imaginer une immense plaine où il neige sans arrêt. Il est toujours en train de neiger. Il neige pas fort, mais il neige tout le temps. Et dites-vous que chaque objectif, chaque manière d'aborder ou de traiter un sujet, eh ben, c'est un point. C'est un endroit précis sur cette grande plaine. Et que pour vous, de là où vous êtes, pour y arriver, eh ben, du coup, il faut que vous traciez un petit chemin dans la neige. Donc, voilà, vous voyez un peu l'image. Donc, au début de votre vie, comme on va dire qu'il y a eu peu de chutes de neige, parce que voilà, ça tombe tout doucement, mais ça s'arrête pas, mais ça tombe tout doucement. Il y a eu peu de chutes de neige, bah du coup, c'est facile de créer de petites routes, de nouvelles routes, parce que finalement, il n'y a pas tant de neige que ça à déblayer. Donc c'est pour ça que c'est facile d'apprendre de nouvelles choses, ou d'avoir des nouveaux systèmes de pensée, c'est pour ça que c'est un peu un moment clé de l'apprentissage, parce que, pas que notre cerveau il est encore vierge, mais que voilà, c'est plus facile de créer des nouvelles routes. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, sur cette grande plaine, il s'arrête jamais de neiger. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire la première chose, en fait, qu'il est jamais trop tard pour créer des nouvelles routes. Donc voilà, c'est sûr, c'est souvent ce qu'on entend, on dit ah non, moi je suis trop vieux pour apprendre des langues, de la musique ou que sais-je. Alors qu'en fait voilà, il est jamais trop tard pour apprendre. Donc certes, ce sera sûrement, comme on l'a dit, un petit peu plus dur, surtout au début, d'apprendre de nouvelles choses, parce que voilà, par rapport aux enfants, pour reprendre l'image, eux il y avait moins de neige, vous il y en avait plus à déblayer. Et voilà, ça ne veut pas non plus dire que la neige, je sais pas, c'est devenu du béton ou autre. Non, c'est toujours de la neige, donc vous pouvez toujours l'enlever. Ça va être un peu plus dur, ça va être un peu plus long, mais vous pouvez y arriver. La deuxième chose, c'est que comme je vous l'ai dit, il neige tout le temps, et qu'en fait, bah finalement, sur les routes même les routes que vous avez créées, en fait, il va continuer à neiger dessus. Et que pour qu'une route, elle reste praticable, il faut que vous l'empruntiez souvent. Il faut que vous soyez souvent en train de passer, voilà, soit pour la déblayer, ou soit pour marcher et faire fondre la neige. Parce que si pendant un certain moment où vous vous en servez plus, et ben la neige, elle va s'accumuler, et votre route, elle va disparaître, elle va disparaître dans le paysage, quoi. Et donc du coup, en fait, toujours sur cette plaine enneigée, il faut vraiment vous dire ça, en fait, votre cerveau, imaginez en fait que voilà, lui, c'est un chauffeur de bus, voilà, c'est un bus, et lui, il se pose pas de questions, il fait juste qu'emprunter des routes. Donc les différentes petites routes que vous avez créées dans votre plaine,
Donc c'est vous qui créez les routes juste avec votre petite pelle, mais c'est lui qui les emprunte. Donc lui, il fait pas de sortie de route, mais il prend seulement que les routes qui sont praticables. Voilà, il a un gros bus ou autre, il veut pas aller s'aventurer dans des routes qui sont pas praticables. Donc soit si elle commence un peu à plus devenir praticable parce qu'il y a trop de neige, et ben il les emprunte plus. Mais à l'inverse, s'il y a des nouvelles qui commencent un peu à devenir praticables, hop, et ben du coup il va commencer à les utiliser. Donc finalement vous me diriez, mais quel est l'intérêt pour moi dans ton image de dire bah ouais mais je vais m'embêter à déblayer un truc pour que mon cerveau il prenne des chemins, voilà c'est un peu bizarre. Et ben en fait dites-vous que une fois que votre route elle est praticable, en fait plutôt que voilà une fois que vous avez créé votre route, plutôt que vous soyez obligé de marcher tout le long de la route avec votre pelle, et bah du coup en fait c'est votre cerveau qui va vous faire monter dans son bus, donc il va vous prendre en stop. Et que vous n'avez plus besoin de rien faire en fait. Pour vous mettre un exemple vraiment précis, en fait, à partir du moment où vous avez créé une route, votre cerveau il agit en mode pilote automatique. Donc oui, je sais ce que vous allez vous dire, ça y est, t'as encore craqué complètement, tu te mets à imaginer des routes et la neige dans notre cerveau. Mais finalement vous allez voir en fait que ces images, voilà, ça va vraiment vous parler pour vous replonger en fait, repenser à la première fois, si vous arrivez à en souvenir, ou autre, la première fois où vous avez appris une nouvelle chose, par exemple, apprendre à lire, à conduire, à cuisiner. Je pense qu'à conduire, vous devriez réussir à vous en souvenir. La première fois où vous êtes monté, que vous êtes trompé de pédale, que vous avez calé ou autre. Donc souvenez-vous à quel point c'était laborieux, à quel point c'était dur. Et puis maintenant, demandez-vous si, maintenant que vous conduisez, si maintenant vous faites toujours le même effort conscient pour passer les vitesses, pour appuyer sur les pédales ou autre. Bah, vous vous rendez compte que bah non, parce que maintenant votre cerveau il travaille tout seul, il vous économise le coût énorme de psychologiquement que c'était au début. Vous vous souvenez, enfin, surtout les premières séances quand on sort de là, psychologiquement on va dire voilà, on a vraiment une espèce de fatigue. On sort de 2 heures de conduite, on était crispé ou autre, il fallait qu'on pense à tout et on est vraiment crevé. Alors que maintenant, plus ou moins, on peut enquiller peut-être 6, 7, 8, 10 heures de route et c'est tout. Même en pensant à autre chose, en discutant à quelqu'un d'autre, en écoutant de la musique. Parce que c'est tout, votre cerveau, lui, il a assimilé que voilà, les pédales c'était là, là, là. Et là, il va vous diriger sur la route. De plus ou moins, vous avez juste besoin de lui tracer la route et lui, il la suit. Voilà. En fait, donc voilà, vous voyez, finalement, c'était pas si farfelu. C'est exactement la même chose en fait. Voilà, c'est qu'au début, c'était un peu dur d'avoir déblayé la neige pour créer votre petite route. Donc voilà, ça c'était votre début d'apprentissage. Et maintenant, c'est tout. Maintenant, vous n'avez plus rien à penser. Et quand vous voulez d'un point A à un point B, donc par exemple là, quand vous voulez conduire, et ben c'est tout. Votre cerveau, il prend juste, voilà, il vous prend en stop et c'est tout. Il roule sur cette route-là en mode pilote automatique et vous laisse faire. Mais comme je vous l'ai dit, attention, donc c'est sûr qu'au début, votre route, quand elle n'existe pas, vous ne pouvez pas inventer d'avoir ces connaissances-là. Donc votre cerveau, hop, il ne peut pas avoir des connaissances comme ça qui naissent. Mais en même temps, si pendant 20 ou 30 ans, vous ne conduisez pas du tout, ou vous conduisez complètement autre chose, et vous allez voir que la première fois que vous allez revenir dans une voiture, et ben d'un coup, vous allez voir ça bloque, parce que votre cerveau va dire oui, mais attends, cette route-là, ça fait des années que je m'en suis pas servi, attends, il faut le temps que ça revienne, il faut le temps que je m'en souvienne. Donc voilà. Et aussi, c'est ce qui explique que pour les bébés, notamment, en fait, dans les premiers jours, ils apprennent très vite. Et en fait, donc on dit voilà, qu'ils commencent à apprendre à sourire, qu'ils commencent, même après dans les premières semaines ou les premiers mois, ils commencent à reconnaître voilà, des formes ou autres. Et en fait, ils apprennent très vite, c'est pour une seule chose, en fait, c'est parce qu'ils sont débordés d'informations. Ils ont trop de choses qui arrivent, et donc du coup, il faut qu'ils automatisent au maximum. Parce que là, leur cerveau, il connaît rien du tout. Ils sont vraiment sur une plaine complètement blanche, et du coup, il faut que le plus vite possible, ils arrivent déjà à creuser un peu des routes un peu partout, parce que sinon, la moindre action, ça leur demande un coût psychologique énorme, parce qu'il faut voilà, qu'ils se concentrent, qu'ils essaient de reconnaître, d'apprendre. Alors que plus ou moins maintenant, quand vous regardez une pomme, vous savez que c'est une pomme, mais vous n'avez pas besoin de vous dire ah, alors c'est un objet rond, alors ça a l'air d'être un fruit, c'est rouge, ça tient dans ma main, voilà. Non, tout ça, c'est ce que vous vous en souvenez sûrement plus du tout, mais voilà, c'est ce que quand vous étiez tout petit, votre cerveau, il s'est mis à faire un travail conscient. Et maintenant, dès que vous regardez, vous voyez la pomme au loin, vous ne l'avez pas encore attrapée, vous savez que c'est une pomme, vous savez presque même déjà le goût qu'elle va avoir. Donc du coup, voilà, pour revenir un peu au concept de base. Donc, mais sinon, revenons à notre sujet initial qui était la confiance en soi. Donc en fait, comme on l'a dit, une fois que vous avez ouvert une nouvelle voie, bah, du coup, c'est votre cerveau qui prend le relais. Et du coup, vous passez en mode automatique. Donc, ce qui vous permet voilà, de baisser l'espèce de coût psychologique que ça vous coûte. Et d'ailleurs, en psychologie, ces différentes petites routes dans la neige, en fait, elles ont un nom. On appelle ça en fait des schémas mentaux. Donc en fait, on va dire que ce sont des routes que le cerveau utilise suffisamment souvent pour qu'il les considère comme acquises. Voilà, c'est exactement la même chose que ce qu'on dit tout à l'heure. Pour reconnaître une pomme, maintenant, toute la démarche,
et ben il l'a fait tellement de fois que maintenant c'est bon, elle est acquise, il l'a directement. Du coup, ce qui fait en fait que quand vous êtes face à un choix ou une action qui s'y rapporte, par exemple de dire quand vous voyez une pomme, même si vous vous demandez qu'est-ce que c'est, et bah du coup, lui, il se pose pas de questions. Il emprunte la route sans se poser de questions. De toute façon, ce schéma-là, votre cerveau, là, il est pas trop fut-fut. C'est un peu vous qui le cadrez, en fait, vraiment. Et donc, du coup, voilà, lui, il va directement faire le chemin en disant oui, ça c'est une pomme et tout ça. Avant même que vous ayez fait l'effort, même d'interroger vos souvenirs. Non, lui, c'est bon. Lui, c'est un choix, une action qui s'y rapporte directement. Il a considéré que ça c'était acquis, la reconnaissance d'une pomme. Poum, directement, il emprunte la route et vous dit oui, c'est bon, ça c'est une pomme. Donc, du coup, c'est pour ça que je reprends un peu le petit tacle que je vous ai mis au début, que je vous ai dit que si vous pensiez que vous ne pouviez pas faire une tâche, vous aviez raison. Parce qu'en fait, à partir de votre estime de soi, donc qui peut être bonne ou mauvaise, mais là on s'était un peu focalisé un peu sur la mauvaise, donc si vous avez construit des schémas mentaux ou des routes qui vous mènent au fait que vous n'en êtes pas capable, et bah du coup en fait votre cerveau il se pose pas de questions, il suit ses routes. Et du coup s'il suit ses routes, et ben pour lui il sait qu'elle mène vers un échec. Donc il va mettre à votre disposition ni les capacités mentales, ni les capacités physiques ou même les capacités motivationnelles, du fait que pour lui, ça mène à un échec. Ça sert à rien qu'il essaie de se booster, parce qu'il sait déjà qu'il réussira pas. Et lui, il se pose pas de questions, il suit la route. C'est vous qui avez créé la route, et lui, il suit juste la route. Donc finalement, en fait, le seul moyen de réussir à passer outre, donc ce petit... Voilà, de passer au-dessus quand même, en fait, c'est d'essayer d'améliorer notre confiance en soi. En fait, c'est juste de créer une nouvelle route. Et d'essayer autant que possible de plus emprunter l'ancienne. Donc de plus emprunter celle qui disait non mais c'était facile, non mais quand j'avais un truc à faire, non mais ça je peux pas, c'est trop dur pour moi. Et plutôt de vous dire non, ça maintenant je peux et faut pas faut que j'arrête de penser que je peux pas. Voilà, donc je suis d'accord avec vous. Ça va être très 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 tentant au début de se dire non mais je peux pas, j'ai jamais réussi avant, je vois pas pourquoi je réussirais. Parce que votre cerveau en fait, il préférera toujours, pour aller à un même point, il préférera toujours la route qui est la plus dégagée. Donc pour l'instant, vous vous retrouvez avec une qui est un peu laborieuse, qui est encore pleine de neige qu'il faut déblayer, et une où vous passez tout le temps. Donc votre cerveau, lui, au premier abord, il veut passer sur la route où il n'y a rien. Il veut pas avoir à attendre que tout doucement vous arriviez à dégager un peu. Lui, voilà, il veut aller vite. C'est exactement ça. Lui, c'est le pilote automatique. Il va aller vite. Il veut pas se poser de questions. Donc du coup, voilà, c'est pour ça au début, ça va être très dur parce que voilà, il va falloir un peu creuser dans la couche de neige pour faire votre route. Et en plus, votre cerveau, il va vous tirer de l'autre côté parce que lui, il va dire mais jusqu'à présent, je prenais l'autre route pour aller à ce point-là. Quand on me disait construire un mur, et ben je disais bah non, j'en suis pas capable et du coup maintenant je vais prendre cette route-là. Maintenant tu me dis que j'en suis capable, mais attends, voilà, il va falloir déjà que plus ou moins vous enleviez la neige qui gêne la nouvelle route que vous voulez créer, qui dit oui maintenant j'en suis capable, et que vous laissiez le temps d'ensevelir avec la neige, d'ensevelir l'autre chemin que vous voulez plus emprunter. Donc du coup en fait, ça c'est si vous voulez changer un peu votre état d'esprit. En fait, si vous voulez créer un nouveau schéma mental, donc face à cette situation, en fait, il faut d'abord que vous persuadiez vous-même que vous pouvez y arriver. Je sais, ça fait très un peu genre ouvrez votre esprit ou autre, mais finalement c'est ça, c'est vraiment, il faut que vous créiez vous-même votre propre route pour que votre cerveau il l'emprunte. Donc je suis d'accord avec vous que dans certains domaines, il y a des génies, donc on va dire plutôt des gens qui ont des facilités, et que je suis d'accord avec vous, vous ne deviendrez peut-être pas tout de suite le prochain Jimi Hendrix, mais c'est pas pour autant que vous pouvez pas réussir à apprendre à jouer de la guitare. Voilà, c'est forcément si vous mettez des attentes très hautes, c'est sûr qu'on en revient déjà à un épisode précédent que j'avais fait au début de la mini-série sur l'Everest. Et donc du coup voilà, c'est de se dire que si on fixe une attente très haute, et ben c'est sûr qu'un point de vue motivationnel, ça va être horrible. Et même au niveau des résultats, parce que si vous vous dites je veux devenir Jimi Hendrix, vous deviendriez peut-être, qui sait, mais peut-être que dans 20 ou 30 ans, voilà, il vous faudra beaucoup de temps, là où lui il avait les facilités pour le faire voilà, à 20 ans. Donc c'est pour dire qu'on part pas, voilà, comme on l'a dit, on part pas tous avec les mêmes valises au début, mais plus ou moins si vous visez quelque chose qui est un peu raisonnable, donc par exemple apprendre à jouer de la guitare, si quand vous avez essayé au début vous dites c'est dur, et pour avoir essayé moi aussi c'est très dur, parce que voilà, vous avez mal au doigt, il se place pas bien, vous appuyez sur toutes les cordes en même temps, et puis quand vous regardez vos copains qui savent en jouer, bah ça a l'air tellement facile après tout. Vous pourriez vous dire juste je suis nul, alors qu'en fait non, si vous continuez à persévérer, à vous dire non mais je dois pouvoir, il faut que je réussisse, si en fait si vous avez foi en vous-même, et bah c'est vous qui vous créez un nouveau chemin, et qui vous dites à vous-même que vous en êtes capable en fait. C'est juste, si vous avez juste la motivation de encore et encore creuser votre petite route et de ça tout doucement,
et ben après, votre cerveau, c'est tout. Il mettra en mode pilote automatique et ça ira beaucoup plus vite. Voilà, je reprends l'exemple de la guitare. Souvent, au début, que vous apprenez, on va dire, si vous y mettez vraiment de manière intensive, la première semaine, voire les 2 premières semaines, ça va être l'enfer. Vous arriverez à rien faire, ça va faire des bruits tellement bizarres, les cordes, elles vont morfler. Et après, c'est tout. Parce qu'après, voilà, pendant 2 semaines, vous serez fait violence. Et après, vous allez voir que tout doucement, même vous allez progresser d'un coup. Parce que voilà, vos doigts, ils trouvent d'un coup les touches, enfin, ils trouvent les cordes, pardon. Et donc, du coup, vous allez voir que c'est un peu plus facile. C'est la même chose que, par exemple, même un exemple qui est plus parlant, en musculation, par exemple. Si vous attaquez au début, et ben les 2 premières semaines, ça va être l'enfer. Si vous n'avez jamais fait de sport avant, votre corps, il va pas comprendre, il va devenir fou. Il va dire, mais qu'est-ce que tu me fais là? Pourquoi il faut que je soulève des poids? Et alors, pendant les 2 premières semaines, ça va être l'enfer. Vous allez avoir des courbatures partout. Votre corps, il va vous dire, mais vous êtes même, voilà, votre cerveau, vous allez sentir un peu la tentation. Ça, c'est que votre cerveau, il va dire, mais genre, mais arrête-toi, là, j'ai mal. Genre, on s'assoit, on commande des pizzas, et puis on regarde Netflix. Genre, arrête de m'imposer ce truc-là. Et puis, c'est-à-dire qu'au bout de 2 semaines, je dis pas que vous allez devenir un fou et vous lever tous les matins à 6 heures pour aller à la salle ou autre, mais je dis juste que, bah voilà, après, vous allez commencer à avoir des résultats. C'est que d'un coup, pouf, c'est souvent même au début, la courbe de progression, elle est énorme, parce qu'une fois que vous avez passé un peu ce petit stade chaotique, bah poum, d'un coup, votre corps, c'est bon. Votre cerveau, il a compris de dire, ah, ok, d'accord, donc ces trucs-là, il a l'air plus dégagé, maintenant, il faut que je fasse ça. Et hop, c'est bon, maintenant il va vous mettre les ressources, il va vous mettre la motivation, il va vous mettre les ressources physiques et psychologiques, et voilà, là vous allez commencer à progresser. Donc du coup, voilà, c'est vraiment de vous dire, au début ça va être très dur, voilà, je vais pas vous mentir, au début ça va être dur, surtout si en fait, si c'est un nouvel apprentissage. On va dire, voilà, c'est pour ça que les enfants c'est facile, parce qu'ils ont aucune langue à la base. Quand ils apprennent à parler, ils ont aucune langue. Donc la première, elle est facile, parce qu'ils créent, pour aller d'un point A à un point B sur votre plaine, et bien finalement ils créent qu'une seule route. Donc, plus ou moins, si vous voulez aller de ce côté-là, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'emprunter cette route. Après, ce qui devient plus dur, c'est par exemple, nous, parce que par exemple, on parle français, et ben c'est d'essayer d'apprendre une autre langue, parce que maintenant, votre cerveau, lui, quand on parle de langue ou qu'on parle de porter quelque chose, et ben lui, il a déjà cette route, qu'il emprunte tout le temps, tous les jours. Donc maintenant, c'est créer une autre route pour lui faire un détour ou pour aller plus vite, et ben, faut déjà qu'il comprenne l'utilité, et voilà. Donc, c'est dur, et c'est d'autant plus dur si ça, on va dire que ça rentre en contradiction avec une habitude que vous avez déjà. Mais finalement, c'est de créer des nouveaux réseaux, des nouveaux schémas mentaux. En fait, c'est le seul moyen qu'il y a de changer plus ou moins votre confiance en soi, de changer l'image que vous faites de vous, en fait. Et limite, par exemple, on pourrait aussi donc il y a le côté positif de se dire que voilà, ça nous pousse un peu vers l'avant, de se dire oui, si je pense que je peux y arriver, je vais y arriver. Mais en fait, dans l'autre sens, on peut aussi rapprocher ça du principe des croyances limitantes. Donc je développerai peut-être un peu plus tard. Mais en fait, pour vous dire, en fait, finalement, les croyances limitantes, c'est juste de dire que si vous pensez que c'est impossible, vous avez raison, ça l'est. Parce qu'en fait, c'est juste une question de croyance, comme son nom l'indique. Et justement, on pourrait illustrer voilà, un peu ces petites croyances limitantes, donc qui sont importantes justement à la confiance en soi, parce qu'en fait, ça fait... Les croyances limitantes, c'est vraiment genre le plafond de vos rêves, quoi. C'est vraiment genre... C'est vraiment tant que vous n'arrivez pas à passer au travers, et ben à chaque fois que vous allez être motivé, ou à chaque fois que vous allez vouloir avoir des rêves, ou vous allez vous projeter, ou que vous allez tout simplement, c'est votre confiance en soi. Votre confiance en soi, elle va être limitée par les croyances limitantes parce qu'elle ne pourra pas monter plus haut, parce que les croyances, elles diront non, mais tu ne veux pas aller plus loin. C'est comme ça, il faut que tu t'arrêtes là. Et du coup, pour illustrer ça, en fait, j'ai un super exemple qui, en fait, quand j'avais fait lors de mes études, j'ai eu pas mal de stages, notamment à l'école, donc dans le milieu du sport. Et la plus flagrante manifestation, en fait, de ces croyances limitantes, c'était comment, en fait, on bridait la confiance en soi des filles dans les cours de PS. Donc, je vous apprends rien. Voilà, souvent les filles, elles sont un peu pas mises à l'écart, mais un peu maternées ou autre. Donc là, par exemple, c'est un enseignant. En fait, il les avait tellement maternées, donc il avait baissé les barèmes, puisque je vous apprends rien. Souvent à l'école, les barèmes des filles, les barèmes des garçons sont pas les mêmes, donc les barèmes des filles sont plus bas. Donc après, il y a c'est un grand débat, c'est voilà après l'aspect physique ou autre. Quoique, voilà, pour avoir été un peu dans le milieu, il y a pas mal d'études qui prouvent que finalement, surtout par exemple, au collège, un peu plus au lycée, un peu moins au lycée, parce qu'au lycée ça commence à se différencier, mais surtout au collège, d'un point de vue purement le potentiel juste physique, les garçons et les filles sont égaux. Voilà. Et après, c'est un grand débat, c'est pas le sujet. Donc du coup, en fait, voilà, il les maternait tellement, donc il a baissé les barèmes, il les surprotégeait un peu, il a ménagé les exercices, il y avait des exercices pour les garçons qui étaient un peu plus durs et des exercices pour les filles qui étaient un peu plus simples. Qu'en fait, finalement, elles donnaient jamais en fait la totalité de leur potentiel, puisque finalement, les exercices, ils étaient un peu plus faibles que ceux des garçons, elles en avaient conscience, et donc du coup, elles ne s'impliquaient pas plus que ça. Donc vous pourriez me dire,
Non, mais c'est pas qu'elles s'impliquaient plus que ça, c'est peut-être que voilà, juste, c'était pas leur truc, ça leur plaisait pas ou autre. Et ben non. Parce que j'en veux pour preuve qu'en fait, du coup, quand je suis arrivé dans mon stage, et ben du coup, j'ai voulu mettre, parce que c'était un peu. J'étais jeune et plein d'espoir, voilà. Et donc, du coup, j'ai voulu mettre les deux sur un même pied d'égalité. Donc, en leur faisant faire à peu près les mêmes exercices, avec pas les mêmes barèmes, parce qu'après, ça me touche, on va dire que c'est plus grand que moi, quoi. Mais voilà, en essayant au maximum de les mettre sur un pied d'égalité. Donc, du coup, vous vous dites bien que j'ai pris un ouragan de critiques de leur part, surtout des filles, des garçons, surtout des filles en disant ah oui, vous vous rendez pas compte, les garçons ils sont plus forts, puis ils courent plus vite, et voilà. Donc, j'ai pris un sacré ouragan de critiques. Mais après, finalement, elles ont décidé de se prendre au jeu. Parce que moi, je suis resté sur mes positions. Et du coup, elles se sont prises au jeu. Donc, du coup, je me suis dit, en fait, c'était donc la discipline, donc c'était de la course à pied. Et à la fin de mon stage, donc après 4 ou 5 mois, quand je suis parti, et ben, il y a certaines des filles qui, à la fin, quand on faisait les évaluations finales, et ben, elles couraient bien plus vite que les garçons. Et finalement, en fait, ça s'était jamais arrivé avant mon stage. Et même pendant tout le début, c'était jamais arrivé que les filles, quand on faisait c'était la course à pied, donc il fallait qu'ils courent le plus vite possible autour d'une piste. Et donc du coup, c'était jamais arrivé qu'il y ait des filles qui dépassent les garçons. Et donc du coup, là en fait, ça y est arrivé parce qu'en fait, elles l'ont fait parce qu'elles s'en sentaient capables. C'était juste ça. Donc c'était juste, elles s'étaient fixées, et en plus ou moins l'enseignant ou le système, ou que sais-je, leur avait fixé en fait des croyances limitantes qui leur disaient qu'elles devaient toujours être en dessous des garçons parce que elles avaient des barrières plus faibles, elles avaient des exercices adaptés, elles étaient un peu surprotégées. Et donc du coup, quand finalement on les a mis au même niveau, qu'elles se sont dit bah on a les mêmes exercices, plus ou moins on a un peu cassé en fait ces croyances limitantes en disant mais non maintenant vous êtes plus en dessous, vous êtes au même niveau. Et bien finalement elles se sont mis et d'un point de vue purement physique, et ben du coup il y a des filles qui ont réussi à dépasser les garçons. Alors que jusqu'à présent elle l'avait jamais fait parce que plus ou moins elle s'était même inconsciemment en fait elle s'était bridée à pas le faire parce que normalement elle ne devait pas le faire, parce qu'elle était censée être en dessous. Et attention, je tiens à le dire que voilà, c'est pour imiter dans le cadre des croyances limitantes. À aucun moment, mon discours est anti-féministe ou autre, je dis que les filles sont inférieures aux garçons. C'est pas du tout ça. Ça veut dire qu'en fait, voilà, qu'on les a mis dans un cadre où on considérait que les filles étaient inférieures aux garçons et que du coup, et ben exactement pour le même cadre qu'on disait tout à l'heure, vous pensez être nul et finalement vous l'êtes. Ben là, c'est ça. C'est qu'on leur disait, genre, vous êtes plus faible et du coup, elles l'étaient. Alors qu'en fait, pas du tout. La preuve, puisqu'à la fin, quand on faisait sauter ces barrières limitantes, et ben finalement, elles couraient en même temps que les garçons et même plus vite devant. Donc ça aussi, ça peut être, cet exemple-là, ça peut être rapproché d'un principe qu'on appelle l'effet Pygmalion. Donc je développerai dans un prochain épisode un peu plus en profondeur si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller sur la page Facebook si vous voulez en parler. Et donc du coup, en fait, le principe de l'effet Pygmalion, c'est qu'en fait, si on croit fondamentalement que quelqu'un ou même que soi, on va réussir, et ben ça augmente significativement les chances que ça se produise. Donc voilà, là finalement, les filles, elles ont réussi, parce que voilà, c'est un peu l'effet Pygmalion, c'est-à-dire que je pensais fondamentalement qu'elles étaient, parce que je le savais, j'avais vu les études, ça, je savais que d'un point de vue physique, c'était juste psychologique qui les bloquait, parce que d'un point de vue physique, elles étaient en plein développement en même temps que les garçons, et donc du coup, elles étaient au même niveau, voire même devant, parce que souvent même à cet âge-là, les filles ont commencé leur croissance avant les garçons, donc d'un point de vue physique, elles auraient dû être devant. Et donc du coup, rien que le fait de croire en elles, du coup ça les a fait croire elles ont cru elles-mêmes en elles, et du coup ça a augmenté significativement, et bah finalement les chances, et bah, que j'avais raison, puisque finalement les filles ont aussi à être au même niveau que les garçons, voire même devant. Donc du coup en fait finalement, pour moi je pense que toutes les tâches, elles peuvent être accomplies par tout le monde. Donc je sais que ça fait très Dalai Lama, très... Mais en fait, finalement, non. Je pense que vraiment toutes les tâches, elles peuvent être appliquées par tout le monde, mais on va dire, pas forcément tout de suite. Il y en a certaines qui vont demander de l'apprentissage, d'autres qui vont demander de l'adaptation, ou surtout, il y en a beaucoup d'autres qui vont en fait demander de créer des nouveaux schémas mentaux, c'est-à-dire on va dire un peu, voilà, de booster notre estime, notre confiance en soi, pour y arriver. Donc c'est de dire que voilà, il y en a qui ont des facilités, il y en a qui sont Jimi Hendrix, mais pour moi, tout le monde peut apprendre à jouer de la guitare, puisque c'est juste une question d'apprentissage. Il faudra juste adapter. Voilà, si vous avez, je sais pas, si vous avez un passé de basketteur et que vous avez des doigts tordus, ou par exemple, imaginons, et ben du coup voilà, ça sera peut-être plus dur d'appuyer sur les cordes, donc ça va être de l'adaptation. Et surtout, il faudra juste que vous persuadiez ou vous mettiez dans la tête de oui, je peux y arriver. Et donc du coup, d'un point de vue
statistiques même, ça augmente significativement vos chances de réussir. Après, je vous dis pas non plus de penser que tout, absolument tout va vous réussir miraculeusement. Ça, si vous voyez ça de façon dans une formation ou dans, voilà, c'est soit un truc d'escroc ou soit un truc de diseuse de bonne aventure. Je sais, je vais me faire peut-être des ennemis, mais voilà, si on vous dit que tout va d'un coup miraculeusement vous réussir, c'est pas vrai. Parce que tout a besoin, voilà, de travail ou de motivation ou de persévérance, absolument tout. On peut tout apprendre, mais pas tout de suite. Voilà, en fait, c'est un peu ça la morale du truc. Donc, il faut vraiment en fait que vous mettiez dans une espèce d'état d'esprit. Donc là, c'était un peu le sujet d'aujourd'hui, donc la confiance en soi. C'est mettre dans un état d'esprit pour réussir en fait. Si vous pensez que vous pouvez le faire, et ben vous réussirez à le faire. Si le chemin que vous avez tracé, toujours dans la neige là, il est le bon, que c'est voilà, c'est celui qui mène vers la réussite, et ben votre cerveau, il va trouver tout seul le moyen d'y arriver. Il va juste suivre en mode pilote automatique. Si par exemple, pour prendre l'exemple soit de la guitare ou soit de la musculation, si vous avez tracé le bon chemin qui est de dire eh ben, j'apprends les bons mouvements et puis voilà, j'essaie de persévérer, et ben après votre cerveau il va vous donner les ressources, il va vous donner des idées, il va vous donner la motivation. Voilà, après lui-même il va vous donner les clés. Et voilà, c'est pour ça qu'à la rigueur, quand vous vous orientez vers un projet, que voilà, vous commencez à creuser votre petite route vers votre projet, et ben du coup hop, vous avez des idées qui pop un peu partout, et c'est pour ça que quand vous êtes dedans, c'est un peu une espèce d'état de flow, comme ils disent les Américains. Ou les anglophones même. Donc du coup voilà, c'est d'un coup vous avez des idées qui pop. Et pourquoi en fait c'est parce que votre cerveau, plus ou moins il se motive à lui-même, c'est-à-dire qu'il pense qu'il peut y arriver et du coup il se donne les clés. Ce qui n'arrive pas quand vous pensez que vous pouvez pas y arriver. Quand vous pensez que vous pouvez pas y arriver, il fait pas l'effort puisque lui il sait déjà. Vous lui avez montré, vous lui avez fait la route, lui il sait déjà que ça va nulle part cette route-là. Alors il va pas vous aider à aller nulle part. Au contraire, il s'économise. Plus ou moins il vous rend service parce qu'il s'économise. Il se dit ça sert à rien que je gage du temps, de l'énergie ou autre. Puisque moi, je sais que de toute façon, il m'a montré qu'on ne pouvait pas réussir. Alors au contraire, si vous lui montrez que vous pouvez réussir, que vous continuez dans cette route-là, et ben lui, voilà, il va vous donner des idées, il va vous donner des ressources, et c'est lui qui va vous aider à avancer. Donc, après ce petit épisode, donc comme à la fin de chaque, donc le petit call to action, donc la petite mise en pratique de tout ce que je viens de dire. Donc en fait, aujourd'hui, c'est en fait de commencer dès aujourd'hui à ouvrir une nouvelle voie qui va vous faire progresser demain. Donc, bien sûr, il faut continuer à vous perfectionner tous les jours et aussi souvent que vous pouviez, aussi souvent que possible. Voilà. Donc, on va dire que c'est pas magique, comme je vous l'ai dit. Il suffit pas de penser à Mozart pour d'un coup miraculeusement apprendre le piano, mais c'est essayer de vous mettre dans un état d'esprit positif. Donc, si par exemple vous avez un mentor, par exemple si c'est Mozart que vous voulez apprendre à jouer du piano, ça peut être de l'analyser, de essayer de vous mettre dans le même état d'esprit que lui, et voilà. Donc après, essayez d'apprendre en vous mettant dans le même état d'esprit que Mozart, essayez d'apprendre le piano. Et donc du coup, voilà, vous verrez peut-être que si vous avez un peu... Voilà, c'est vraiment essayer de vous mettre dans son état d'esprit. Je vous dis pas que juste penser à lui, ça ne suffira pas. Mais si vous essayez en pensant à lui, et du coup, voilà, ça vous donnera une espèce de fil conducteur. Et si vous n'avez pas de mentor, comme on l'a dit, en fait, créez votre propre schéma mental. Créez votre propre routine ou votre propre projet. En fait, voilà, si vous n'avez pas vraiment de mentor ou de personne à qui vous voudriez ressembler ou vers laquelle vous voudriez tendre, créez-vous plus ou moins votre propre mentor un peu fictif pour justement vous y diriger, créez votre propre schéma mental jusque là-haut. Et du coup, en fait, pour vous aider à ouvrir rapidement une nouvelle voie, donc du coup, je vous conseille aujourd'hui de mettre en fait un repère marquant. Donc je m'explique. Donc par exemple, si vous voulez devenir un grand musicien, tous les jours, vous écoutez une espèce de solo incroyable à la guitare, par exemple. Vous voulez devenir riche, vous faites un chèque de 1 million d'euros à votre nom et vous l'accrochez au-dessus de votre bureau. Vous voulez devenir quelqu'un d'inspirant, vous prenez des petites citations, voilà, qu'on trouve un peu partout aujourd'hui, et vous les accrochez partout dans votre chambre. Vous voulez devenir un bon père ou une bonne mère, dans ce cas-là, mettez des photos de votre famille qui sourit sur votre table de chevet, par exemple. Vous voulez aller mieux, vous voulez être plus positif, accrochez des photos de vous sur les murs, dans la salle de bain ou partout, de vous et de vos amis qui sont en train de rire ou voilà, qui sont en train de faire des activités qui vous plaisent. Vous voulez devenir plus productif, votre petite to-do list que vous devez avoir dans ce cas-là avec toutes les choses à faire, mettez-la dans un endroit bien visible, genre sur le frigo ou au-dessus de la télé, voilà, un endroit, c'est dans votre champ de vision. Et en fait, toutes ces petites astuces, elles vont en fait aider votre cerveau à emprunter plus facilement une nouvelle route. Parce que par exemple, voilà, si vous devez devenir riche, et que s'il ne suffit pas juste de mettre le chèque au-dessus de votre bureau et bim, d'un coup vous allez devenir riche.
Mais si voilà, vous faites, je sais pas, vous jouez en bourse ou vous faites des actions ou voilà, ce genre de choses, vous faites vraiment le travail pour y arriver, ben, le fait de voir ça tous les jours, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez levé la tête, que votre cerveau il va commencer un peu à patiner, de dire ouais mais bon finalement l'autre route sur Netflix et puis manger des pizzas elle était pas mal, boum, vous allez tomber sur un peu voilà cette espèce de truc de guide qui va vous dire non mais c'était ça ton but, oublie pas ton but, c'était ça ton mentor, c'est ça que tu veux atteindre. Et ben du coup hop, ça va vous aider à vous replonger, à vous refixer pour y aller. Mais je le répète encore une dernière fois, votre cerveau en fait il ne fait qu'emprunter les routes qui sont dégagées et il déblaye jamais la neige tout seul. C'est toujours à vous de créer vous-même vos propres routes et lui après il fait juste qu'emprunter les routes que vous lui avez créées et il vous donne les outils pour continuer à aller plus loin. Donc du coup, voilà, c'était tout pour ce petit épisode d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ou autre. Voilà, je serais ravi d'avoir vos avis et de savoir ce que vous en pensez. Et donc du coup, une fois n'est pas coutume, moi je voulais sur une petite citation. Donc aujourd'hui c'est une citation d'Alice au Pays des Merveilles, donc le film de Tim Burton qui est sorti en 2010. Et puis du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! C'est une entreprise impossible. Pour certains. Sachez, messieurs, que le seul moyen d'accomplir l'impossible est de croire qu'il est possible. Vous courez à votre perte avec un tel raisonnement. J'en prends sciemment le risque.